D'accord, 911. Je voudrais signaler une accusation de meurtre rituel. Meurtre rituel. J'ai été victime d'un stéréotype anti-noir vieux de plusieurs siècles. C'est comme ça que ça marche, non? Genre, si tu fais partie du lobby pro-Israël et que tu fais face à la moindre critique ou opposition, il faut s'effondrer et se poser en victime. Eh bien, c'est mon tour maintenant, les gars, parce que hier, Ben Shapiro, qui avait été invité en tant qu'invité à rejoindre Megyn Kelly lors de sa tournée, il a littéralement fait tomber le masque et c'est évidemment hilarant. Il ment, tout simplement. C'est tellement bizarre. Il n'a vraiment rien à dire. Alors, il ment et essaie de pousser Megyn à réagir à ses mensonges. Tout ce que je peux dire, c'est que le lobby pro-Israël est vraiment au plus bas. Ils écrivent de la fanfiction. C'est comme de la fanfiction sur Bibi Netanyahou. Et sur ce, je me suis assise avec une femme sur CNN et ça s'est passé à peu près aussi mal que vous auriez pu l'imaginer. Des extraits fantastiques qui tournent partout. Alors, replongeons-nous directement dedans. Bon vendredi et bienvenue à nouveau sur Candace. Je ne sais pas quoi dire à part que c'était la forme la plus pure d'anti-noirceur que j'ai jamais vécue. Je veux dire, il est évident pour moi que Ben Shapiro est manifestement fou. Hier soir, il serrait le micro comme il le ferait. Le cou d'une femme noire. Je plaisante. Évidemment, ce ne sont pas mes propos. Ce sont en fait des citations directes de Ben Shapiro lui-même lorsqu'il accuse d'autres personnes d'antisémitisme. Chaque fois qu'il entend quelque chose qu'il n'aime pas à propos d'Israël, ce sont en réalité ses propres mots. Voici un véritable tweet de Ben Shapiro accusant tout juif américain pro-Israël d'être Israël d'abord, ce qui serait une pure forme d'antisémitisme. C'était adressé à Nick Fuentes, sur lequel nous reviendrons. C'était aussi un vrai tweet, adressé à Ron Paul. Ron Paul est manifestement fou. Comme lors des débats précédents, il serre maintenant le stylo comme il serrerait le cou d'un juif. Ron Paul? Vraiment? Et voici un autre tweet. Perry a eu les moments mémorables de la soirée, à part le cadavre de Ron Paul qui se penche hors de la tombe pour étrangler les Juifs. Je ne sais pas ce qui se passe, mec. Je ne sais pas quoi dire à part que Ben est un gars drôle. C'est vrai, il n'essaie jamais d'être drôle. Il est juste drôle quand il est sérieux et qu'il est sérieusement en colère à propos d'un sujet. C'est juste quelque chose que j'aime regarder. Et hier soir, il est monté sur scène avec Megyn Kelly. Elle avait une étape de sa tournée en Floride. Et je dois dire que j'ai été plutôt impressionnée par Ben parce que au lieu de faire comme d'habitude et d'envoyer les autres faire le sale boulot pour garder les mains propres, il s'est dit « Je vais moi-même faire pression sur Megyn Kelly. Je vais la forcer à me désavouer, à désavouer Candace Owens. Je vais la forcer à désavouer Tucker Carlson en la mettant sur le grill et en lui demandant de répondre à des choses que Tucker Carlson et Candace Owens n'ont jamais faites ou dites. » Et là, on voit vraiment le masque tomber parce qu'on a vu ce récit circuler parmi des gens qui affirmaient de façon absurde que j'avais attaqué Erika. Et je sais à quoi ressemblent ces mouvements organiques. Je sais comment ils fonctionnent en coulisses. Et je sais que Ben joue un rôle là-dedans. Donc, en fait, ça m'a vraiment soulagée de me dire « Ah, maintenant, tout le monde va voir qui tu es, parce que tu racontes des choses qui ne se sont jamais produites. » Alors, on va commencer par ce qu'il a dit à propos de Tucker Carlson. Vous devez savoir que Ben a vraiment une obsession pour Tucker Carlson. Je ne comprends pas. C'est juste, je ne sais pas, ça dure depuis longtemps. Il y a quelque chose chez Tucker Carlson qui le met hors de lui. Je ne comprends pas vraiment. J'aimerais vraiment entendre Ben en parler. Je veux dire, les gens qui quittent Daily Wire doivent signer des accords stipulant qu'ils n'iront pas travailler pour Tucker Carlson pendant 6 mois. C'est étrange. Bref, il se lance là-dedans, expliquant qu'il est contrarié parce que Tucker l'a ignoré. Je ne sais pas. Tucker et lui ont eu une conversation agréable le jour du décès de Charlie Kirk. Et Tucker a ensuite envoyé un gentil SMS parce que Ben l'avait appelé. Et je suppose, Ben pensait qu'il y aurait un suivi, mais il n'y en a pas eu. Voilà donc Ben qui se plaint de ça et qui en arrive à accuser Tucker Carlson de soutenir d'une manière ou d'une autre la mère de Donnie. Je ne sais pas. Écoutez. Donc, Je lui ai envoyé un texto. Merci pour votre appel, c'est important pour moi. C'est vrai. Devons-nous faire une émission ensemble pour discuter de la menace des DSA, des socialistes démocrates d'Amérique, et nous orienter dans la même direction? Prêt à tout faire pour rassembler tout le monde pour le combat qui compte? Et Tucker a ensuite répondu. Merci mec,
Je l'apprécie. Je vais passer la semaine ou deux à venir à réfléchir à la manière d'être le plus efficace possible. Le pays est clairement au bord du gouffre. J'ai pris contact à plusieurs reprises. Après cela, il ne s'est rien passé. Et encore une fois, je pensais que c'était une bonne idée à l'époque. Je pense que j'ai ressenti les choses différemment après avoir vu ce qu'il a fait avec Nick Fuentes et après qu'il a, à mon avis, passé les semaines suivantes à littéralement ne rien faire pour combattre la gauche. Encore une fois, je dis cela avec tristesse parce que Tucker était, je pense, une partie profondément importante de l'élan conservateur pour gagner. Le nombre de fois où Tucker Carlson a mentionné Zoran Mamdani dans son émission depuis le 5 octobre est une seule fois. Et c'était dans le contexte de Marjorie Taylor Greene et Tucker Carlson parlant de l'attrait de Zoran Mamdani. Juste pour comparer, pas parce que je suis un représentant parfait ici, mais parce que tu as beaucoup parlé de Zoran Mamdani. Beaucoup d'entre nous l'ont fait. Depuis le 5 octobre, j'ai fait 17 émissions distinctes sur Zoran Mamdani, dont 4 rien que dans la dernière semaine avant l'élection. D'accord, parce que quand on s'oppose à la gauche, il faut vraiment s'opposer à la gauche. Donc, cela n'a tout simplement aucun sens. Cela n'a absolument aucun sens. Il est contrarié parce que, j'imagine, Tucker ne veut pas faire d'émission avec lui à l'avenir. Beaucoup de choses se passent en coulisses que vous ne comprenez pas. Donc, d'accord, ça c'est la décision de Tucker. Si Tucker ne veut pas collaborer avec Ben, c'est son choix. En plus, c'est la plateforme de Tucker. Donc, ce que ça veut dire quand on a sa propre émission, ce que je ne comprends pas pourquoi ça choque Ben, c'est qu'on peut parler de ce qu'on veut. Si Tucker veut faire 6 mois et qu'il veut seulement parler de sport, c'est son droit. Et les gens peuvent regarder ou ne pas regarder. C'est ça, le principe du libre marché. Le libre marché, ce n'est pas que les mêmes personnes qui ont essayé d'exclure Tucker du marché de façon artificielle, les mêmes qui se sont réjouis de son licenciement, les mêmes qui l'ont traité d'antisémite, puissent ensuite dicter de quoi il doit parler dans son émission. En fait, cela n'a absolument aucun sens. Ce n'est pas la responsabilité de Tucker. Tucker n'habite pas à New York. Ce n'est pas à lui d'utiliser sa plateforme pour parler de Mamdani 17 fois. C'est très étrange. Mais concernant l'insinuation selon laquelle Tucker aurait d'une certaine manière soutenu Mamdani et aurait dit des choses positives à son sujet lorsqu'il s'est entretenu avec Marjorie Taylor Greene. Voici en réalité ce que Tucker a dit avec Marjorie Taylor Greene. Et jugez par vous-même si vous pensez que Ben est honnête lorsqu'il le décrit de la manière dont il vient de le faire. Écoutez, Tucker. C'est intéressant. Vous avez dit il y a un instant que lorsque les gens sont vraiment frustrés, lorsque le système sous lequel ils vivent les laisse tomber, ils écoutent des voix qu'ils ne devraient pas écouter, ou qu'ils n'écouteraient dans aucune autre circonstance. Par exemple, comment Al Sharpton est-il devenu le leader de l'Amérique noire, ou peu importe. Je veux dire, c'est comme si c'était un fait. Je pense que les gens désespérés ont tendance à se tourner vers des dirigeants incompétents. Et je n'arrive toujours pas à me remettre de ce qui s'est passé cette semaine dans notre plus grande ville. La même semaine où tout le monde à Washington a les yeux rivés sur la plus grande menace à laquelle nous sommes confrontés, le programme nucléaire iranien. Je ne veux pas que l'Iran possède la bombe, je ne suis pas pro-Iran. Non, nous ne le sommes pas. Pro-Iran, ouais. Pourquoi devons-nous le dire? Non, c'est exact. C'est stupide. Mais Au même moment où tous les regards étaient tournés vers l'Iran, notre plus grande ville organisait une primaire démocrate, qui était en fait l'élection du maire. Et un socialiste de 32 ans, partisan de supermarchés gérés par l'État, est élu. Il va probablement diriger notre plus grande ville. ben ouais, Dans le pays. New York. Et on se demande, pourquoi est-ce arrivé? Est-ce parce que les gens sont tellement, désespérés de voir des supermarchés gérés par l'État, ou amoureux du socialisme, ou encore, amoureux des imbéciles étrangers qui dirigent leur ville? Probablement pas. Ce type était le seul candidat à la mairie de New York à déclarer vouloir se concentrer sur la ville de New York. On a demandé à tous les candidats, si vous pouviez visiter un pays étranger, lequel choisiriez-vous? Et tous, bien sûr, avaient une réponse. Je crois que la plupart ont dit Israël. Super. Et il a dit, je n'irai nulle part, je resterai à New York. Et si je veux rencontrer des électeurs juifs, je vais dans leur synagogue, chez eux, ou ailleurs. Mais je serai ici à New York parce que c'est ce que je fais. Je dirige New York, c'est mon travail. Il a donné réponse. J'ai donné la bonne réponse. Ouais, Au moins, il a donné la bonne réponse et il parle. Je m'oppose totalement à son programme. absolument. Ouais. Je pense que ça fonctionne. Mais il parle d'économie. Ouais. Et tout le monde parle de politique étrangère. Il a donc répété ce que j'ai dit. Je vous explique pourquoi Mamdani a gagné et vous êtes en colère que les gens essaient de comprendre pourquoi cela s'est produit. Peu importe combien de fois vous traitez quelqu'un d'antisémite,
Il est très clair que les gens ont apprécié le fait qu'il ne se soit pas concentré sur les questions de politique étrangère alors qu'il y a tant de sujets nationaux à traiter. Il faut comprendre pourquoi on perd des élections. Et ce n'est pas le travail de Tucker de faire élire des gens, surtout pas dans des villes où il ne vit pas. Maintenant, je veux aussi vous montrer ce que Ben a dit à mon sujet parce que c'est tellement scandaleux et tellement malhonnête qu'il faut vraiment qu'on prenne le temps de comprendre ce qui se passe ici. D'accord? C'est un moment charnière. Ben ne tient pas la route. Il est très peu sûr de lui et il attaque Megyn Kelly en mentant sur ce que j'ai dit, puis en la forçant à réagir à la méchanceté de propos que je n'ai jamais tenus. Voici ce qu'a dit Ben. Nous évoluons dans un secteur où les gens commandent ce que nous disons publiquement. Voilà encore une raison pour laquelle je pense que nous avons des points de vue différents concernant, par exemple, Candace Owens. Je pense que ce que fait Candace Owens en ce moment est maléfique. Ce qu'elle fait en ce moment est maléfique. D'accord? Et je le répète. Mais quoi? Je ne sais pas, Pin, mais si c'est mal ou non, mais pour moi, ça ne me regarde pas et... Pourquoi est-ce que... J'ai une question. Pourquoi cela ne vous regarde-t-il pas? Vous gagnez votre vie en commentant ces choses. Je suis pas la mère d'Internet. Non, mais si cela se passait à gauche et que quelqu'un accusait Charlie Kirk d'avoir été assassiné par sa femme, je suppose que vous en parleriez. Est-ce de cela que Candace accuse Erika? Oui. D'avoir assassiné son propre mari? Elle accuse C'est puissant. des membres de l'aile droite et d'autres personnes, dont Seth Dillon, ont été accusés d'être impliqués dans le meurtre de Charlie Kirk. Oui. Je ne sais même pas quoi répondre, car cela ne s'est tout simplement jamais produit. C'est complètement fou. Il n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé. Quiconque a regardé cette émission sait que j'ai même reçu des critiques de mon public parce que je ne parlais pas du passé d'Erika ou de ses parents. J'ai dit qu'elle avait prononcé l'un des discours les plus importants et j'ai concentré mon enquête sur Turning Point USA et sur les raisons pour lesquelles il raconte certains mensonges. Seth Dillon, j'ai dit la vérité. Seth Dillon a menti à propos de la réunion dans les Hamptons et il faisait pression sur Charlie au sujet d'Israël. Je n'ai jamais accusé Seth Dillon d'avoir assassiné Charlie Kirk. Alors, qu'est-ce qu'il fait vraiment ici, n'est-ce pas? Évidemment, il y a beaucoup de couches à décortiquer et il est important qu'on le fasse. La partie la moins intéressante dans tout ça, c'est qu'il ment effrontément. Cela sous-entend qu'il est sioniste, mais il se passe bien plus de choses qu'il n'y paraît, car Ben Shapiro était en quelque sorte le boss final du lobby pro-Israël. Et c'est parce qu'il ne dit jamais clairement ce qu'il pense. Il est plutôt du genre à agir dans l'ombre. Et là, on le voit littéralement perdre pied en temps réel, parce que peu importe qui vous êtes à l'ère des médias numériques, ce n'est tout simplement pas une bonne idée de mentir effrontément. D'accord, mauvais timing 2025. Avant que tu finisses de mentir, Internet va le voir. Les gens vont revenir et dire « Tu as menti. Quand tu fais ça, le retour de bâton te retombe dessus. » Ils vont dire « En fait, maintenant ça affecte ta crédibilité. » Tu as dit que Candace avait dit quelque chose à propos d'Erika. Au fait, tu entends les gens en arrière-plan faire « Ouh! » Je vais aussi t'expliquer ce qui se passe là-bas. Et tu vas voir comment tout ça fonctionne vraiment. Premier point que je veux soulever à propos de ce que Ben fait ici, c'est tout simplement l'hypocrisie stupéfiante de la situation. D'accord. Les règles sont pour vous, pas pour moi. Je commence à vieillir. Ma mémoire devient un peu floue, mais je me souviens très bien de la semaine où j'ai été glorieusement virée de The Daily Wire. Et durant cette semaine, le PDG du Daily Wire, à l'époque Jeremy Boring, a participé à une émission X-Space animée par Lauren Chen et a eu une conversation avec Nick Fuentes au cours de laquelle il a fait l'éloge de ce dernier et l'a également invité à rejoindre le Daily Wire. OK, voici un titre car le Huffington Post se souvient que le PDG du Daily Wire déclare au suprémaciste blanc Nick Fuentes qu'il est talentueux et très drôle. L'article continue. Lors d'une conversation diffusée en direct avec le suprémaciste blanc Nick Fuentes la semaine dernière, le PDG de The Daily Wire, un important média d'extrême droite, a fait l'éloge de cet influenceur fasciste de premier plan et n'a formulé que de légères critiques à l'égard de certaines de ses opinions politiques, ce qui contraste fortement avec la façon dont il avait parlé de Fuentes par le passé. Le 25 mars, Jeremy Boring, PDG de The Daily Wire, a rejoint Fuentes sur X pour une discussion audio en direct. Boring a dit à Fuentes qu'il écoute souvent son émission en tant qu'auditeur blanc et qu'il pense que Fuentes est, je cite, « très drôle et l'un des influenceurs politiques les plus talentueux, même s'il est très préoccupé par certaines des choses que Fuentes dit. »
Plus tard dans la discussion, Boring a déclaré qu'il serait ravi d'inviter Fuentes dans l'une des émissions de The Daily Wire pour débattre avec les chroniqueurs populaires de la société de médias, dont certains comptent des millions de spectateurs. C'est arrivé, alors je veux juste que vous vous en souveniez parce que j'ai l'impression que les gens ne s'en rendent pas compte. À quel point c'est hypocrite qu'il essaye maintenant de faire passer Megyn Kelly sur le grill parce qu'elle a reçu Fuentes dans son émission, alors que la position du Daily Wire en 2024 était que leur PDG pouvait parler publiquement à Nick Fuentes, le louer publiquement et aussi inviter Nick Fuentes sur la plateforme du Daily Wire. En fait, on devrait même écouter un extrait de cette conversation entre Jeremy Boring, alors PDG du Daily Wire, et Nick Fuentes. Écoutez bien. Les gens peuvent dire, eh bien, je n'aime pas ce que tu dis à propos de ceci ou de cela. Je n'aime pas que des types comme Shapiro ne veuillent pas dire Christ est roi, America First. Je pense qu'ils perdent leur légitimité à diriger. Je n'écouterai jamais quelqu'un qui ne peut pas dire ces choses-là. Parce que, je veux dire, ces choses-là sont vraiment le fondement de la sagesse qui est l'amour de Dieu qui, comme tu le dis, passe par le Fils, comme nous le savons tous, ne peut passer que par Jésus. Et loikophilie, c'est-à-dire, tu sais, l'amour de ta maison, l'amour de ta patrie dans laquelle tu vis, pas d'une autre patrie. Donc, je voulais juste te faire passer ce message. C'est une situation un peu étrange que nous soyons en train de parler, mais c'est ce que je ressens à ce sujet. Et je vais dire ceci, Nick. J'écoute assez souvent ton émission. Je pense que tu es l'une des personnes les plus talentueuses qui existent et je suis très préoccupé par certaines des choses que tu dis. Je pense que tu es un communicateur très doué, donc j'ai du mal à imaginer que tu communiques mal ces choses-là de façon répétée pour certaines d'entre elles. Et j'espère me tromper. Et je rends la parole à tous ceux qui sont venus ici pour discuter entre eux. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi c'est différent maintenant? Qu'est-ce qui pourrait être différent maintenant? C'était acceptable quand le Daily Wire était prêt à le faire, puis Tucker l'a fait, et maintenant ce n'est soudainement plus acceptable et c'est le pire péché qui puisse arriver que de parler à Nick Fuentes. Ah! Le deuxième point que je vais aborder ici, c'est l'hypocrisie sidérante, encore une fois, de sa part de choisir le sujet de Charlie Kirk pour se donner des airs de noblesse, pour faire croire qu'il a quelque chose à dire alors qu'il ment. En défense de ce qui arrive à la veuve de Charlie Kirk, alors qu'il est simplement un fait que Ben Shapiro a fait beaucoup de choses en coulisses pour empêcher l'ascension de Charlie Kirk. C'est un fait, d'accord? Voici un autre message texte. J'en ai littéralement des centaines concernant Ben, qui envoyait ces gars de la YAF, les gars de l'AF, des gens du National Review qui venaient nous attaquer, écrivant des articles. Un que j'ai montré dans notre miniature ici. Nous pouvons montrer cette conversation. Oui, c'était un titre. La YAF de Ben Shapiro lance une campagne de diffamation contre Charlie Kirk et Candace Owens. Et Charlie, où que tu sois, ça recommence. C'est juste une campagne de diffamation. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que fait Ben. Et c'est aussi intéressant que lorsque je te disais que Ben avait appelé Charlie et qu'il se plaignait du fait que Charlie et moi étions amis et le mettait en garde en lui disant qu'il ne devrait pas la voir comme ami. Et Charlie avait l'impression que Ben dégageait des ondes de propriétaire d'esclaves. Et il disait juste, il pense que je te possède ou quelque chose comme ça. Mais je vais te montrer les messages, parce que sinon tu diras que ça n'est jamais arrivé. C'est parti. Encore une fois, Ben allait dans les émissions des gens et parlait de moi et de Charlie de façon condescendante. Et il a dit, tu es plus grand que Ben maintenant. Et en entrant à la Maison-Blanche hier, j'ai réalisé que j'ai dit, je sais qu'il déteste ça. Il a dit, on doit juste le traiter comme du bruit. Il veut que tu t'abaisses à son niveau. Son respect parmi les combattants du mouvement est assez faible. Je trouve que c'est pertinent en ce moment par rapport à ce que fait Ben. Il veut attiser ce conflit parce qu'il a perdu un certain respect. Et puis Charlie continue, tu es entré dans sa tête, ce qui est génial. L'histoire avec Ben me concerne plus qu'il ne veut bien l'admettre. Et puis on a continué, et c'est la même conversation. Il sait que Jon Snow y fait référence à Game of Thrones et plus fort à mesure que les dragons volent plus haut. Et il a dit que ça le met en colère. Et il est en train d'envoyer son frère incestueux pour essayer de nous tuer. C'est pire. Il te considère comme mon esclave à 100%. Contrôle-la. C'est vraiment ce qu'il voulait me dire quand il a appelé. Donc voilà, et d'ailleurs, comme je l'ai dit, j'ai des centaines de ces messages.
Vous devez donc vous imaginer à ma place quand vous voyez quelqu'un qui a tout fait pour freiner l'ascension de Charlie Kirk et qui tente maintenant de se défendre contre Meghan, qui était en réalité une très bonne amie de Charlie. Charlie la respectait profondément. Et vers la fin, évidemment, elle a adopté une position très ferme sur le principe de dire la vérité sur ce qu'il vivait. Et Charlie meurt. Et soudain, il se dit « Je me soucie de ce mal qui pourrait être… » Abkans enquête sur le meurtre de son ami. Et elle ne devrait pas faire ça. Je veux dire, il n'y a pas moyen de le dissimuler. Que suggère-t-il ici? Le fait que je pose des questions sur Turning Point USA signifie-t-il que je blâme Erika, qui ne travaillait même pas pour Turning Point USA au moment du décès de Charlie, parce qu'elle en est maintenant la PDG? Bien sûr, il ne le croit pas. Et pour moi, c'est vraiment tellement répugnant de faire ça à une personne que tu sais avoir essayé de bloquer. Et maintenant qu'il est mort, j'imagine que tu veux en quelque sorte réécrire l'histoire. C'est ce que tu essayes de faire. Tu essaies de réécrire l'histoire et de faire semblant d'être son ardent défenseur. Maintenant, un autre point que j'aimerais soulever, c'est l'hypocrisie stupéfiante, encore et encore, quand on s'arrête pour considérer qu'il fait pression sur Meghan et qualifie cela de mal, la chose que je n'ai jamais dite ou faite. Mais c'est le même Ben Shapiro qui soutient la destruction de Gaza. Il soutient et a félicité Randy Fine, qui a littéralement tweeté en se moquant de photos de bébés palestiniens morts. Mais j'imagine que Tucker Carlson parlant à Nick Fuentes est tellement pire que de célébrer, et pas seulement de célébrer, mais d'interviewer un homme qui commet un véritable génocide. D'accord, ce n'est pas sujet à débat. C'est pour ça qu'il le juge. Bibi Netanyahu est en train de commettre un génocide. Et Ben Shapiro s'est assis avec lui le mois dernier. Et vous pensez vraiment que Ben Shapiro a interrogé Bibi Netanyahu sur la question du génocide? Je ne comprends pas comment tu peux juste sortir là, la poitrine bombée, les poils au torse. Tu es juste là, genre, ouais, comment oses-tu? Comment oses-tu ne pas faire de commentaires, Meghan, à propos de Tucker Carlson? Comment oses-tu ne pas faire de commentaires? Maintenant, je me soucie de Charlie Kirk, maintenant qu'il est mort. Je me soucie de lui et de ce qui se passe. Candace essaie de découvrir qui l'a tué. C'est maléfique. Tu mens. Tu mens quand tu n'as plus rien. Donc la question devient, qu'est-ce que Ben fait réellement ici? Parce que ce n'est certainement pas une question de principe. Je pense qu'on peut clore ce sujet. C'est en fait aussi un comportement risqué quand il s'agit de Ben Shapiro. D'habitude, il n'attaque pas de cette façon dès le départ. Et je pense que plusieurs choses expliquent cette erreur non forcée. Premièrement, je crois vraiment qu'il a peur de Nick Fuentes. Je pense que cette peur vient de la culpabilité. Le passé de Nick, peu importe ce que vous pensez de lui. Vous savez déjà que je n'aime pas Nick Fuentes à cause de la façon dont il m'a traité. Mais son histoire est captivante. J'ai découvert son histoire en écoutant Jeremy Boring, l'ancien PDG de Daily Wire, s'asseoir avec Nick. Juste après que j'ai été licencié. Et je ne savais pas ce que Ben et Jeremy avaient admis lui avoir fait. Donc, je pense que si vous écartez artificiellement quelqu'un du marché, et Ben n'est jamais venu démentir quoi que ce soit de ce qu'a dit Nick Fuentes, d'ailleurs Jeremy Borrington l'a aussi nié lors d'une conversation avec lui, donc nous devons supposer que l'histoire est vraie. Et vu ce que je sais sur ce qui se passe maintenant, je pense, et ce que Charlie traversait, je pense que nous pouvons tous comprendre que Nick était un gamin de 18 ans, comme il l'a dit à Tucker, et maintenant le monde entier connaît cette histoire. Il a commencé à poser des questions sur Israël et il a été artificiellement écarté du marché alors qu'il avait toute la vie devant lui. Et maintenant, ils ont fait cela parce qu'ils voulaient se débarrasser de Nick Fuentes, qui est alors devenu en colère à ce sujet et a effectivement tenu des propos très offensants sur Internet, mais il avait aussi 18-19 ans. Maintenant, vous le voyez chez Tucker Carlson. Vous n'aimez pas Tucker Carlson. Et je pense que cela le met mal à l'aise. Je pense qu'on est dans Harry Potter, non? Et Lord Voldemort pensait avoir tué le bébé, et le bébé pourrait bien être en vie. Je ne sais même pas qui est le Seigneur des Ténèbres dans cette histoire, mais je sais. Je ne sais même pas qui est celui dont on ne doit pas prononcer le nom dans cette histoire. Mais je sais qu'avec Ben et Nick Fuentes, c'est un peu comme « aucun ne peut vivre tant que l'autre survit ». Et Nick Fuentes semble avoir survécu. OK, sans annonceur, sans sponsor, sans connexion, avec tous les médias qui écrivent des choses sur lui, qui est mis sur la liste de l'ADL. Il s'est avéré être plutôt résilient, et c'est en grande partie à cause de la façon dont ils le combattent si durement que les gens deviennent curieux. C'est comme si on regardait des enfants se faire bombarder. Combien de personnes ont perdu la vie à Gaza
Et tu veux me dire que le plus grand mal, c'est Nick Fuentes? Je suis désolée. Je pense que je peux survivre à Nick Fuentes qui m'insulte. Je ne ressens pas le besoin de comploter ou de dire à Tucker de ne pas l'inviter. Ça m'est tout simplement égal. Ça ne me regarde vraiment pas. Je suis comme, Megan, ça ne m'intéresse tout simplement pas. Genre, OK, si quelqu'un veut être fan, il peut être fan de Nick Fuentes. Et je ressens une insécurité ici. Dans le fait que 10 ans après ce qui est arrivé à Nick Fuentes, dont Ben raconte l'histoire, aujourd'hui Nick Fuentes est toujours là et l'influence de Ben décline. C'est juste un fait. D'accord. Une autre chose qui se passe ici, et c'est en lien avec Megyn Kelly et le fait de revenir sur le sujet, c'est de faire croire que Ben a une opinion populaire à mon sujet. Je sens que le lobby pro-Israël est au bord de l'effondrement. Ils sont désespérés de trouver des alliés, n'est-ce pas? Et ils sont tellement désespérés de trouver des alliés qu'ils finissent par les repousser. C'est ce qu'ils font à Megyn Kelly, non? Ils montrent au monde en ce moment qu'ils sont prêts à mentir pour obtenir ce qu'ils veulent. Ben est en train de mentir en ce moment pour obtenir ce qu'il veut. Et pour une raison quelconque, le lobby pro-régime croit que cette stratégie répétée et ratée de mensonges et de menaces va fonctionner. Maintenant, vous pourriez vous demander, mais en quoi Megyn Kelly est-elle menacée ici? C'est exactement ça. Ce que Ben vient de faire sur scène, c'est précisément le chantage moral dont Charlie parlait dans les derniers jours de sa vie. OK, Ben fait du chantage moral à Meghan. C'est ça. Il est assis en face d'elle, la menace, c'est sa réputation. Il est là et il dit que Candace attaque une veuve en deuil et l'accuse d'avoir assassiné Charlie Kirk. Vas-tu désavouer ce mal sur le champ? Il y a ces faux gens qui réagissent en mode « Wow, ouais ». Et on voit bien que Meghan est mal à l'aise parce qu'elle se demande « Eh bien, est-ce qu'elle a vraiment dit ça? Mec, peut-être que c'est vraiment mal. Genre, est-ce que ça arrive vraiment? » Il insiste encore plus. Il dit « Oui. » Elle a dit que Seth Dillon avait assassiné Charlie Kirk. Vas-tu désavouer ce mal sur le champ? C'est du chantage moral. Es-tu une meilleure personne que d'accepter Candace Owens, qui a attaqué une veuve en deuil et qui dit à cette veuve qu'elle a tué son propre mari? C'est du chantage moral. Maintenant, parlons d'être mis sur le fait accompli. Tout ce que vous venez de voir ici est Megyn Kelly. J'espère que tu verras ça. Vraiment, les gars, envoyez-lui cet extrait. C'est vraiment important. C'est prémédité. Ce n'est pas spontané. Les soutiens ne sont pas spontanés. Les questions ne sont pas spontanées. On peut encore retirer une couche de cet oignon pour que vous compreniez à quel point la politique est cruelle, parce qu'elle l'est vraiment. Vous vous souvenez peut-être, ou peut-être que vous avez oublié, mais j'ai pris la parole au YWLS en 2024, juste après avoir été licencié du Daily Wire. Et il s'est passé quelque chose d'important, et nous ne devrions jamais l'oublier. D'accord. Alors que je me rendais à cet événement pour y intervenir, nous avons appris, grâce à une stagiaire du Daily Wire, qui avait une conscience et qui se sentait très mal à l'aise avec la mission secrète qu'on lui avait confiée. Nous avons appris qu'une mission secrète était en cours où ils envoyaient une stagiaire me poser une question, d'accord, pour obtenir ma réponse à cette question. Et ce qui devait se passer ensuite, c'est qu'ils allaient diffuser un extrait vidéo, mais en faisant croire qu'elle était simplement une étudiante au hasard. Laissez-moi vous montrer un extrait parce que nous avons découvert cela. Je l'ai dénoncé sur scène. Charlie est intervenu. Nous avons découvert son nom et j'ai interpellé cette fille sur scène. Écoutez bien. Chose étrange à dire, c'est une histoire tellement folle, mais alors que je venais ici, j'ai reçu un appel paniqué de quelqu'un. Ils m'ont appelé et m'ont dit « Candace, il se passe quelque chose de très bizarre. Le Daily Wire a envoyé quelqu'un en secret pour t'enregistrer, une stagiaire en relations publiques, pour t'enregistrer secrètement afin de te piéger dans un mauvais moment, sous un mauvais jour. » Et je pense que le nom de cette stagiaire... Non, pour être juste, ce n'est jamais la faute d'une personne lorsque son employeur lui demande de faire quelque chose qui n'est pas bien. Mais j'aimerais vraiment qu'Ariana se manifeste. Ouais. Ok, c'est peut-être un peu trop intimidant pour toi aussi. Mais apparemment, elle a reçu un email à 22 heures, a sauté dans un avion et fait semblant d'être étudiante. Et donc, je veux juste dire à Ben Shapiro, ça suffit, maintenant, sortez au grand jour, allez-y, on va débattre. Calmement. Arrêtez d'envoyer des stagiaires faire votre sale boulot. Je ne mords pas, je suis partant pour le débat.
Charlie Kirk dit qu'il vous fera venir en avion. Il vous fera venir en avion à Détroit la semaine prochaine. Et nous pourrons tenir les débats sur sa scène. Merci. Turning Point USA. Passons aux questions. Ce mouvement Turning Point USA auquel je n'ai pas participé. Ça s'est passé. Et Charlie a dit « Ouais, ben c'est dingue que ça arrive. » Il a dit « Appelle-le sur scène et propose-lui le débat. Je le ferai venir en avion pour débattre avec toi sur ce sujet. » C'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Ils envoient des gens. Ils font en sorte que ça ait l'air naturel. Ils enverront des gens à vos événements et ils feront applaudir des personnes. C'était orchestré par Alissa Cordova. Maintenant qu'elle n'est plus au Daily Wire, je peux le dire, celle que je dénonçais hier. Mais c'est vraiment important que les gens comprennent ça. Ce qui se passe lors des événements de Meghan, je vous garantis que les gens qui viennent lui poser des questions et essaient de la pousser à désavouer Tucker Carlson, ce n'est pas spontané, d'accord? Ce sont des personnes pro-Israël qui sont payées pour faire ça. Honnêtement, Meghan, si tu regardes, donne-moi la liste de tes participants. Je suppose que c'est un événement payant. Je trouverai ces personnes. Elles viendront du YAF, elles viendront d'une organisation quelconque. Si tu me laisses chercher les noms, j'adore mener une enquête. Je te dirai combien de personnes ont été envoyées là-bas pour venir et applaudir Roris en essayant en fait de t'intimider, de te forcer à prendre position et de te mettre mal à l'aise, parce que cela fait partie de cette accumulation de chantage moral. Et donc, en réalité, je ne suis vraiment pas contrariée. Je m'en fiche. Je crois au libre marché. Je le redis sincèrement, je débattrai toujours avec Ben Shapiro. Si tu sais que Tucker t'a laissé en vue et que tu veux venir dans cette émission et que tu veux débattre d'Israël, discuter d'Erika Kirk et des choses que je n'ai jamais dites, si tu veux parler de ta relation avec Charlie Kirk ou de tout ce que j'ai pu dire et que tu aimerais contester, ma plateforme est la tienne. Je dirais que tu devrais venir sur ma plateforme parce que mon émission est plus grande maintenant. Mais on peut aussi faire ça sur la tienne, alors contacte-moi. Nous revenons tout de suite après une courte pause. Très bien, les amis, j'ai beaucoup parlé de Riverbend Ranch parce que vous savez que j'adore leur steak, du bœuf Black Angus célèbre pour sa saveur exceptionnelle. Riverbend Ranch a porté le bœuf Black Angus à un tout autre niveau, car depuis 35 ans, Riverbend Ranch crée un troupeau Angus d'élite en utilisant l'échographie pour sélectionner les bovins génétiquement supérieurs en mettant l'accent sur la saveur et la tendreté. Chaque année, Riverbend Ranch fournit environ 850 taureaux Angus noirs d'élite, possédant ces gènes spéciaux à plus de 260 éleveurs de l'ouest des États-Unis. Ranch. Ces ranchs partenaires reçoivent une prime substantielle de Riverbend Ranch pour élever ces veaux sans utiliser d'hormones de croissance ni d'antibiotiques. Et chaque automne, les veaux porteurs de ces gènes d'élite retournent au ranch Riverbend pour y passer l'été suivant dans les luxuriants pâturages de montagne. Donc, lorsque vous achetez chez Riverbend Ranch, vous ne soutenez pas seulement les 64 cow-boys et leurs familles qui travaillent sur ce ranch, mais vous soutenez également plus de 260 autres ranchs américains et les centaines de familles américaines qui travaillent aussi sur ces ranchs. C'est né aux États-Unis, élevé aux États-Unis et transformé ici même aux États-Unis. La viande est affinée à la perfection pendant 21 jours, puis elle est expédiée directement de leur ranch à votre domicile. Ce n'est pas votre bœuf Angus noir ordinaire. C'est plus savoureux et plus tendre que le meilleur bœuf Angus que j'ai goûté. En ce moment, allez sur riverbendranch.com et utilisez le code promo Candice au paiement pour obtenir 20 $ de réduction sur votre première commande. Croyez-moi, vous serez impressionnés. Alors, rendez-vous sur riverbendranch.com et utilisez le code promo Candice lors du paiement. Aussi, je veux aussi vous parler de Goldco, car que faites-vous aujourd'hui pour protéger votre avenir? Attendre plus tard n'est qu'un mythe. Nous vivons déjà dans ce plus tard. Vous devriez intégrer l'or à votre stratégie financière et je vais expliquer pourquoi. Quand les économies vacillent, les devises perdent de la valeur et les marchés s'affolent. Mais l'or ne suit pas toujours cette tendance. Avoir de l'or signifie que vous n'êtes pas dépendant à 100% d'un seul système. Vous avez quelque chose de solide. Ce que vous faites maintenant peut donner le ton pour plus tard. J'apprends à mes enfants l'importance de se préparer, de se protéger et de planifier. Ils garderont cet état d'esprit pour l'avenir. L'or fait partie de cette histoire. Je ne dis pas que vous devez tout miser sur l'or. Ce serait aussi insensé que de ne miser que sur les actions. Ce que je prône dans ma propre vie, c'est d'investir intelligemment, de façon intentionnelle et équilibrée. Maintenant, si vous vous dites, Candice, je m'inquiète pour la retraite, je m'inquiète pour l'économie, j'ai peur de m'en vouloir plus tard. Alors, considérez ceci comme un petit coup de pouce. Voici ce que vous devriez faire. Rendez-vous sur candicelikesgold.com pour obtenir gratuitement votre kit or et argent 2025 et découvrez comment recevoir jusqu'à 10% d'argent gratuit. N'attendez pas la prochaine crise. Protégez votre avenir dès aujourd'hui.
Appelez le 850-5875-GOLD ou rendez-vous sur CandiceLikesGold.com. C'est CandiceLikesGold.com. Je suis sérieuse, les amis. Megyn Kelly, assurez-vous de lui faire savoir dans ses commentaires. Faites-lui savoir massivement parce que j'ai déjà vu ça. Je sais exactement ce qui se passe et ils seront à chaque étape de la tournée essayant de la forcer à faire un commentaire. C'est bizarre. Je ne comprends pas pourquoi ils insistent pour qu'elle désavoue. Tucker et Candace. Je ne travaille pas avec Megyn Kelly, mais je sais comment ça se passe. C'est exactement le même procédé par lequel le lobby pro-Israël a perdu Charlie Kirk. Parce qu'à force, on se lasse d'être harcelé et on commence à sentir et à voir que ce n'est pas spontané. Et en plus, ça ne vient même pas de vos soi-disant amis. Je ne ferai jamais ça. Ça ne me viendrait même pas à l'esprit d'envoyer un message à Tucker Carlson pour lui dire qui il devrait ou ne devrait pas inviter sur sa plateforme ou comment il devrait l'utiliser. Ce n'est tout simplement pas comme ça que les gens normaux se comportent. Et ils ne se rendent pas compte à quel point c'est anormal. Bref, pour changer de sujet, je dois vous montrer quelques extraits. Ils deviennent viraux en ce moment. Et CNN a coupé ces extraits parce qu'ils pensent qu'ils sont embarrassants pour moi. Donc il y a cette jeune femme, elle a le même âge que moi. Elle s'appelle Elle Reeve. Et je vais aussi être claire, j'étais très tendue pendant cette interview parce que c'était quelques jours après la mort de Charlie. C'était la première interview que je donnais. Il se trouve que c'était pour CNN. Ce n'était pas à propos de Charlie Kirk, mais on avait déjà organisé ça auparavant. Et j'ai décidé de maintenir le rendez-vous. Vous savez, je ne dormais pas, je ne mangeais pas. Et cette femme, je suppose, a décidé qu'elle voulait juste provoquer quelqu'un. Bref, c'est elle qui fait circuler cet extrait parce qu'elle pense que ça m'embarrasse totalement et que ça montre que je suis un nationaliste blanc. Écoutez plutôt. On peut critiquer Netanyahou sans être anti-Israël et on peut critiquer Israël sans être antisémite. Mais certains des thèmes, des arguments, des concepts que vous avez utilisés dans votre critique d'Israël, je les connais très bien pour avoir couvert les nationalistes blancs pendant 10 ans. C'est très troublant pour moi d'entendre des choses comme vous dire « Notre gouvernement est occupé par des sionistes. Trump est occupé par des sionistes. Nous sommes une nation occupée. » Parce qu'il existe littéralement un terme qui date des années 80-90 dans le nationalisme blanc, ZOG, pour Zionist Occupied Government, gouvernement occupé par les sionistes. C'est leur idée selon laquelle les Juifs contrôlent le monde. Et je me demande, faites-vous intentionnellement référence à ce genre de thème? Attendez, juste pour être sûr, vous m'accusez de discours nationaliste blanc, je dois avouer que ça me fait un peu rire. Eh bien... Pour moi aussi, je veux dire, ils ne seraient pas vraiment de votre côté. C'est ridicule, mais c'est l'une de ces choses qui, à mon avis, devrait servir de leçon à CNN. Et c'est pour ça que plus personne ne regarde. Je veux dire, c'est comme si vous étiez assis en face d'une personne noire. Tu te dis, j'ai appris des choses sur le nationalisme blanc. Et vous instrumentalisez le nationalisme blanc. Je ne les connais pas, j'ai assisté à leur rassemblement et lu tous leurs textes. Je comprends, je sais, contente que tu sois instruite, j'ai appelé. Mélissa. Mais c'est là que ça devient évident. Il suffit de l'écrire dans un livre et n'importe qui le dira. C'est comme si il faut parfois ouvrir les yeux et se demander « Candace Owens promeut-elle une rhétorique nationaliste blanche ?» Immédiatement, non. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Se pourrait-il qu'en réalité, le sionisme soit ce qu'il représente vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire? Le sionisme Est une philosophie politique? Gouvernement occupé par les sionistes. Si tu regardes l'histoire, oui, je pense que nous sommes un gouvernement occupé par les sionistes et nous ne sommes pas seuls. D'accord. Oui. Et je le prends pour argent comptant. Si tu as besoin de sortir d'ici et de dire que Canizone est un nationaliste blanc pour pouvoir l'accepter, alors c'est très bien. Tu sais, tu dois gérer ça à ton propre rythme. Mais Ce que je vais dire, c'est que j'assume chacune de mes déclarations et je veux même les renforcer. D'accord? L'Amérique est occupée par les sionistes. J'aimerais insister encore plus là-dessus s'il y a quelqu'un qui doute. J'aimerais insister encore plus là-dessus. Ces tactiques sont vraiment ennuyeuses et dépassées. Et c'est pour ça que tout repose sur la suppression de la parole, n'est-ce pas? Devoir sans cesse qualifier quelqu'un de maléfique, de suprémaciste blanc ou d'antisémite parce que vous avez perdu le débat sur le fond. Votre argument n'a plus aucune valeur. Donc tout devient une lutte constante sur la sémantique. Et puis elle passe à « il ». Tu te souviens, quand on grandissait, on avait juste le droit d'utiliser le mot « il » dans les phrases? Personne ne disait « qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Plusieurs fois, elle a juste dit « que veux-tu dire par « il » ?» Comme si elle ne comprenait pas comment construire une phrase simple et faire référence au nom. Elle n'avait aucune idée du nom pluriel auquel je faisais référence.
Bref, je n'étais pas vraiment d'humeur, et voici notre conversation à propos de « il ». Il est un mot, donc je n'ai pas besoin de toujours dire « il ». C'est juste bizarre. C'est l'une de ces tactiques psychologiques où tu fais « qui sont ils ?» Qui sont ils? Parce que, On dirait que tu parles des Juifs. est-ce que le mot « il » veut dire « juif » ? Quand tu parles des Juifs, oui, à propos. Mais si je ne parle pas des Juifs, alors « il » ne veut pas dire « juif ». Quand je dis « ils veulent que nous croyions ceci » ou « ils veulent que nous croyions cela » et que tu entends « juif », c'est ton propre délire, non? Si je veux dire quelque chose à propos des Juifs, je le dirai. Si je veux dire quelque chose à propos d'Israël, je le dirai. Si je veux, tout comme quand je veux dire quelque chose à propos des Noirs, je le dirai. Quand je disais pendant BLM « ils veulent que nous croyions », personne n'a dit « tu veux dire les Juifs ?» Donc encore une fois, c'est l'une de ces tactiques minables pour faire peur aux gens et les empêcher de parler. Si je veux dire « juif », je dirai « juif ». Je n'ai pas peur de dire « juif ». Quand je dis que les sionistes contrôlent les médias, je veux dire que les sionistes contrôlent les médias. Les personnes qui soutiennent l'idéologie politique d'Israël contrôlent les médias. Y a-t-il autre chose que je puisse clarifier? Mais es-tu au courant de ce vieux cliché qui existe depuis très longtemps, qui S'en foutait complètement d'un cliché. J'essaie vraiment de ne pas jurer, mais j'ai juste senti qu'il fallait régler ça rapidement. Tu vois ce que je veux dire? Elle a juste passé à autre chose parce que, franchement, je m'en fiche. Et je suis tellement fatiguée de ces mots. Je suis fatiguée. Je suis épuisée. Tu es épuisée? On est fatigué. Collectivement, on est fatigué. J'ai dû arrêter parce que j'ai soudain réalisé que je faisais l'école à la maison à mes tout-petits. Et je lui ai dit, en tant qu'intervieweuse, j'ai dit, écoute, j'ai des tout-petits à la maison. Je ne peux pas t'apprendre, tu sais, une phrase de base. J'apprends à mes tout-petits à lire, et me voilà. Je lui apprends à comprendre le mot « il » dans une phrase. C'est un endroit. Qu'est-ce qu'on fait? Quel âge a cette personne? Et elle dit qu'elle a le même âge que moi. Et je me dis, t'as raté le CP. Tu ne sais pas ce que « il » veut dire. Et maintenant, tu vas juste... C'est un cliché, c'est la façon de répondre. D'accord? Juste, coupe court immédiatement. Accepte tout ce qu'on pourra t'appeler dans cette situation. Si je dois être traité de suprémaciste blanc pour exprimer mon opinion sur cette administration, sur la façon dont elle est occupée par des sionistes et sur les cruautés que subissent les enfants palestiniens aux mains de Bibi Netanyahou, alors soit. Je ne vous encourage pas à jurer. C'est un moment rare. Comme je l'ai dit, c'était quelques jours après la mort de Charlie Kirk et je n'étais vraiment pas d'humeur. Mais je vous encourage à vous défendre de la même manière. Alors, dans le même esprit, au cas où vous auriez manqué ça, Eric et Laura Trump ont pris la parole lors d'un récent événement TPUSA à l'université d'Auburn. Et c'est une autre époque, d'accord? L'ère post-Charlie Kirk à Turning Point USA. D'après ce que j'ai vu, je pense que les gens seront moins enclins à vouloir assister à ces événements. Et je parle des invités comme Eric et Laura Trump parce qu'ils se font maintenant interpeller par des étudiants à propos d'Israël. Écoutez plutôt. J'aimerais vous interroger sur la relation de votre père avec Israël. Il a reçu plus de 230 millions de dollars de groupes pro-israéliens. Cet été contre l'Iran, même s'il avait déconseillé l'attaque, Israël a tout de même attaqué l'Iran et les États-Unis. Les États-Unis ont tout de même bombardé au nom d'Israël. Les frustrations de votre père envers Netanyahou ont été rendues publiques lorsqu'il a juré à la télévision nationale à propos de la situation. Israël n'a pas été un grand allié des États-Unis, et ce depuis 1960 lorsqu'ils ont bombardé l'USS Liberty. Israël est un pays où les chrétiens sont constamment attaqués, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Nous parlons de America First et de défendre les chrétiens, mais comment pouvons-nous le faire si nous nous alignons avec un tel pays qui ne le fait pas elle-même? Il n'y a aucun doute que mon père a exprimé de la frustration. En fait, je pense qu'il a manifesté de la frustration tout au long du conflit, des deux côtés. En même temps, ne vous y trompez pas, s'il y a un pays qui scande « Mort à l'Amérique » chaque jour dans les rues de Téhéran, vous avez un pays qui va développer une arme nucléaire et vous avez un pays qui utilisera cette arme nucléaire contre le mode de vie occidental. Il n'y a aucun doute là-dessus. En réponse à la menace nucléaire iranienne, Israël possède des armes nucléaires et ne fait pas partie de l'AIEA, contrairement à l'Iran.
Et c'est simplement triste à voir car je n'ai jamais vu le président américain être traité de la façon dont il l'est par le gouvernement israélien. Voici ce que j'ajouterais. Avons-nous ou non la première phase d'un accord de paix au Moyen-Orient en ce moment? Rien ne sera jamais parfait, mais je vais vous dire une chose. Ce président fait avec ce qu'il a. Il croit en la paix par la force. Et que l'on parle du Moyen-Orient, ou d'une guerre de 40 ans comme entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Comme Eric vient de le souligner, une guerre de 5 jours entre la Thaïlande et le Cambodge. C'est un président de paix. Je ne sais pas. C'est juste que ça a perdu de son tranchant, non? Comme si MAGA, c'était fini. Tu sais juste que c'est fini. C'est tout simplement fini. Et je dis ça d'ailleurs, et je suis toujours très honnête avec vous sur la façon dont les gens sont en coulisses. Eric et Laura ont toujours été incroyablement gentils avec moi. Je n'ai rien de mal à dire sur eux en tant qu'êtres humains. Laura travaille très dur. Et Eric, d'ailleurs, travaille aussi très dur, tu sais, en dirigeant l'organisation Trump, bien sûr. Pendant que son père doit aller être président, il a pris la relève. Mais ils savent qu'ils ne disent pas la vérité, non? Ils savent qu'ils ne disent pas la vérité. Les enfants sont maintenant réveillés. Ils savent pour Jared et ses affaires avec la vodka et le Moyen-Orient et combien d'argent ils sont sur le point de gagner. Et tu sais, la destruction de Gaza est en fait bénéfique pour leur compte en banque. C'est tout simplement le cas. Et tu penses à ces enfants et au fait qu'il était prêt à répondre. À propos du nucléaire, c'est toujours la menace nucléaire. Et ça marchait avant. Par exemple, pour la génération du 11 septembre, ça fonctionnait. Ça ne marche plus parce qu'on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule nation qui ne suit aucune règle. Il n'y a qu'une seule nation qui ne respecte pas l'Amérique. Il n'y a qu'une seule nation pour laquelle des générations d'enfants américains, d'hommes américains, se font dire qu'ils doivent mourir sur des terres étrangères. Au bénéfice de quelle nation, alors? Pas de l'Amérique. Si l'Amérique, à travers toutes ces guerres, n'était pas en déclin rapide, et qu'en réalité, on se promenait et que nos rues étaient propres, qu'il n'y avait pas de sans-abri et que les gens ne se droguaient pas. On se dirait probablement, bon, on fait des choses pas très nettes au Moyen-Orient, mais au moins, regardez ce pays. Il brille. C'est incroyable. Quel est notre avantage? Notre avantage, c'est qu'on se fait sermonner et dire qu'on n'a même pas le droit d'évoquer Israël sur les campus universitaires sous peine d'être arrêté. Les lois contre l'antisémitisme deviennent de plus en plus strictes. Maintenant, vous vous attaquez à notre liberté d'expression et vous pensiez que cette génération allait vous soutenir parce que quoi, Bibi a acheté TikTok. L'hypocrisie est sidérante et on ne peut pas survivre à l'hypocrisie. Donc malheureusement, je pense qu'il y a 4 ans, tout le monde se demandait quel serait le prochain membre de la famille Trump à se lancer en politique et à galvaniser le mouvement des jeunes. C'est fini. C'est mort-né maintenant. Et c'est parce que vous avez tout misé sur Israël. Donc, vous savez, quel que soit le projet immobilier à Gaza, c'est... Vous savez, bon, ce sera ça, l'héritage des Trump, je suppose. Et pour être honnête, ce n'est pas l'héritage que je voudrais avoir parce que les gens n'oublieront pas ce qui s'est passé là-bas. Les enfants de vos enfants auront probablement honte, pour être franc avec vous, que vous ayez été impliqué là-dedans, que vous l'ayez défendu ou que vous soyez resté silencieux à ce sujet à cause de l'argent. Les gens vous paient pour faire ces choses. Bref, je crois que c'est suffisant. Nous allons faire une petite pause avant que je réponde à certaines de vos questions. Ça y est, les amis, c'est la saison de la grippe et du rhume, donc aussi celle du vaccin contre la grippe. Après tout ce que nous avons vécu ces 5 dernières années, le nombre de personnes vaccinées contre la grippe est historiquement bas. De plus, selon les données du CDC, le vaccin contre la grippe n'est au mieux que modérément efficace, sans même parler des effets indésirables. Il existe bien sûr une bien meilleure façon de rester en bonne santé. Procurez-vous un kit d'urgence contre les contagions auprès de la Société de bien-être. Si vous vous réveillez avec un mal de gorge ou le nez qui coule, vous pouvez traiter ces symptômes immédiatement. Avec un kit prescrit par un médecin contenant de l'ivermectine, de l'hydroxychloroquine, un Z-Pack générique et bien d'autres choses encore. C'est comme avoir un centre de soins d'urgence chez soi. J'ai un kit d'urgence contre les contagions de la Société de bien-être car je refuse d'attendre dans la file d'une salle d'urgence ou de dépendre d'une assurance chère si j'attrape un rhume. J'ouvre le kit, je consulte le guide d'un médecin pour l'utiliser en sécurité, puis je reprends ma vie. Ce kit est un vrai sauveur, il fait gagner du temps. Il y a des milliers d'avis de personnes comme vous et moi qui avaient leur kit prêt en cas de besoin.
Alors, rendez-vous dès aujourd'hui sur TWC Health/Candace et utilisez le code Candace pour économiser 48 $. Procurez-vous-le maintenant avant que la saison des rhumes et de la grippe ne batte son plein. Encore une fois, c'est TWC Health/Candace. Code Candace pour 48 $ de réduction. Les kits sont uniquement disponibles pour les résidents des États-Unis. Uniquement. Je vous rappelle également American Financing, car la Fed vient encore de baisser les taux d'intérêt. Et c'est une excellente nouvelle pour les propriétaires américains. Si vous vous sentez dépassé à l'approche des fêtes, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour mettre de l'ordre dans vos finances. Il est difficile de penser aux fêtes quand tout est cher et que vos cartes de crédit sont déjà au maximum. Avec la baisse des taux, c'est le moment de penser à rembourser vos dettes. American Financing aide les propriétaires à accéder à la valeur nette de leur maison pour économiser immédiatement. Ils permettent à des personnes comme vous d'économiser en moyenne 800 $ par mois et beaucoup voient des taux dans les 5% bas, ce qui change la donne par rapport aux cartes de crédit à taux élevés. Si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez reporter 2 paiements hypothécaires, vous donnant plus de marge pour les fêtes. Cela ne coûte absolument rien de découvrir combien vous pourriez économiser. Les fêtes approchent à grands pas, alors ne tardez pas. Appelez dès aujourd'hui leurs conseillers hypothécaires rémunérés au salaire. Appelez American Financing au 807-195-1210. Encore une fois, c'est le 807-95-1210. Ou rendez-vous sur americanfinancing.net Owens. C'est americanfinancing.net/Owens. Vos commentaires. RN Explorer écrit « Pourquoi Tucker ne peut-il pas interviewer Fuentes? Ben est contrarié contre Tucker à ce sujet. J'ai déjà vu ce genre d'immaturité au lycée entre des adolescentes. Je suis fâchée contre elle parce qu'elle parle à la fille que je n'aime pas. Ben, s'il te plaît, arrête. Je suis d'accord. Il y a quelque chose de fondamentalement lycéen là-dedans. C'est tellement bizarre. Et je pense qu'ils croyaient vraiment que c'était la bonne. Je sais que chaque semaine, ils essayent d'annuler Tucker, mais je crois qu'ils pensaient vraiment l'avoir eue, comme si cette fois, c'était la bonne. Mais ça se retourne toujours contre eux car les gens se disent « Quelle immaturité !» Pourquoi Nick Fuentes ne peut-il pas raconter une histoire? Je ne comprends tout simplement pas. Personne ne me choque. Pareil pour Nick Fuentes. Et je pense que tout le monde devrait être sur un marché libre. Si Nick Fuentes perd sur le marché libre, je veux que ce soit parce qu'il y avait une meilleure concurrence, pas parce qu'il a été artificiellement écarté. C'est la seule façon pour que ça fonctionne. Sinon, c'est immature. C'est tout simplement immature. Et c'est plaintif aussi. Katie Rabian écrit « Charlie Extra nous manque aujourd'hui. Nous méritons tous la vérité, aussi terrible soit-elle. S'il te plaît, n'arrête jamais de te battre pour notre frère en Christ. Tu es dans nos prières. Que Dieu te bénisse et te protège, Candace. Je me fiche complètement que Ben essaie de rallier des gens. C'est presque comme s'ils essayaient de me faire céder à la pression du groupe. Il y a cette menace. Ils veulent que je dise quelque chose de mal sur Erika parce qu'ils veulent que j'arrête d'enquêter là-dessus, ce qui me met mal à l'aise car c'est toujours le lobby pro-Israël qui fait ça. Des gens qui n'étaient pas amis avec Charlie essaient de nous forcer à ne plus enquêter sur ce qui s'est passé ici. Pour que nous puissions obtenir une sorte de certificat de bonne conduite, comme quoi nous n'attaquons pas une veuve. C'est comme si tu enquêtes, alors tu attaques Erika. C'est n'importe quoi. Ça me fait penser qu'il y a quelque chose là-dessous, non? De quoi ont-ils si peur? Pourquoi le lobby pro-Israël en particulier a-t-il si peur qu'on s'intéresse à l'histoire absurde que les fédéraux essaient de nous vendre à propos de Charlie Kirk, hein? Ça sent le désespoir. Et le désespoir n'existe que lorsqu'il y a quelque chose à cacher. Et Israël n'a pas agi correctement depuis le début de cette affaire. On le sait. On sait qu'Israël n'a pas agi correctement. On ne l'a pas fait tout de suite. Ce n'était pas nous. Oh, c'est un peu bizarre. C'est un peu étrange que tu bondisses pour dire que ce n'était pas toi. Amber Lee Fraz écrit « N'oublions pas que ce serait lui qui ramasserait son micro ensanglanté. » C'est vrai. Ben a bien dit ça juste après la mort de Charlie. Et même ça, c'était juste pour que je sache. Ce qu'il y avait entre eux, c'était beaucoup à digérer pour moi. J'ai traversé tellement d'émotions cette semaine-là. J'étais tellement en colère. Il a été le premier à réagir à la mort de Charlie. Il est évident qu'il a un agenda. Écoute, tout le monde en politique a un agenda d'une certaine sorte. Je ne sais pas exactement quel est celui de Ben, mais je ressens une énorme insécurité parce que ce n'est pas une bonne chose de mentir comme ça. D'accord. Et il savait que je ne l'avais pas dit. Il n'y a vraiment aucune chance qu'il ait cru que j'avais dit « Seth Dillon a tué Charlie Kirk ». Erika Kirk a tué Charlie Kirk. Donc il montre sa peur. Et aussi, comme je l'ai dit, je pense qu'il voulait vraiment intimider Megyn Kelly pour la pousser dans une position. Et elle essaie de reprendre son souffle. Et elle se dit
Wow, les gens encouragent ça. Peut-être que Candace l'a vraiment dit. Peut-être qu'elle a vraiment accusé Erika. Ce serait horrible. Tant mieux pour elle de ne pas être tombée dans le piège et d'avoir changé de sujet, car elle n'était pas sûre que je l'avais dit. Mélissa écrit, Candace, en tant que femme noire, tu as bien géré cette interview. Si quelqu'un devait avoir honte, c'était elle, qui d'ailleurs semblait être sous l'emprise de drogue. Il y avait quelque chose qui clochait. Ça donnait, tu sais, l'impression d'une maman pompette au vin. Est-ce que vous regardiez Hey Arnold à l'époque, comme la mère de Helga Pataki? Ouais. Pour ceux d'entre vous, c'est une référence très spécifique. Mais si vous l'avez, ça faisait vraiment penser à la mère de Helga Pataki. On regardait des dessins animés tellement sérieux quand on était enfant. Tom Simpson écrit « Sommes-nous sûrs que la mise en avant de Fuentes n'est pas une opération pour salir la droite dissidente anti-Israël par association? » Je ne pense pas qu'il soit complice, mais il était persona non grata pendant des années, et puis, tout à coup, il passe dans 5 podcasts majeurs le même mois. Écoutez, quand je l'ai invité sur mon podcast, sincèrement, je voulais juste avoir une conversation. Je peux vous le dire, car je ne suis pas une opération. La façon dont il a réagi est menti. Sur la façon dont on l'a traité, c'est ce qui m'a fait penser à une opération. Je me suis dit que c'était étrange. On a été gentils. On t'a parlé en coulisses. On a préparé l'interview, on a même discuté du titre qu'on allait lui donner, et il était très théâtral. Donc je n'ai pas confiance. J'ai été très claire. Je ne fais pas confiance à cette histoire avec Fuentes. Mais d'autres peuvent le faire. C'est leur problème, tu vois? Explorer 253 écrits. Ben ressemble à une adolescente immature, vexée de ne pas pouvoir contrôler ses amis ou les gens autour d'elle. Quelle honte. Oui, et je ne pense tout simplement pas que ça va marcher. Je pense que Megyn Kelly va tenir bon parce qu'elle l'a fait là, sous pression. Je veux juste qu'elle sache que ce n'est pas organique. C'est tellement important. Donc, pour ceux d'entre vous qui regardent nos 2 émissions, assurez-vous simplement de le lui dire. Zamit écrit « La vérité est harmonieuse, les mensonges sont stridents. » C'est tout à fait exact. Plant Babies and More écrit « Tu es incroyable, Candice. Tu as maîtrisé cette interview. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. » Amberly Phrase écrit « Ils ont commis une énorme erreur en arrêtant Charlie Kirk. » Oh, ils ont commis une énorme erreur. Je pense qu'il y a une faute de frappe ici. Ils ont commis une énorme erreur en arrêtant Charlie Kirk. Maintenant, les gens sont Charlie. Que Dieu te bénisse, Candace. Nous continuons le combat. Qui sont ils? Qui sont ils, Amber? Quand tu dis ils, savais-tu? Est-ce que tu connaissais ce manuel qui a été publié en 1897? Quand tu dis ils, c'est un terme antisémite qui existe depuis longtemps. Ce mot il. Alors, s'il te plaît, sois très clair si tu comptes l'utiliser ce week-end. Si quelqu'un ici compte dire il, soyez très clair sur ce que vous voulez dire en disant il. D'accord? Parce que ces sentiments sont difficiles, vraiment. Elle a étudié ça et elle sait, elle connaît les gens. C'était un peu toute l'ambiance qu'elle dégageait, c'était comme une mère un peu ivre. D'accord. Enfin, Jonathan écrit « Comparer les règles d'engagement islamique avec la Convention de Genève. » Aussi, Ben dit que les républicains devraient s'unir contre Mamdani. Pourtant, le DW ne pensait qu'à saboter tous les autres médias conservateurs. Comme je l'ai dit, en général, tout ce qu'il disait là me semblait très hypocrite. Et j'espère avoir très bien démontré à quel point c'est hypocrite et comment il change de perspective. Il faut soutenir, vous savez, Pevi Netanyahou qui est meurtrier. Mais oh là là, je n'arrive pas à croire que tu oserais parler à Nick Fuentes. Nous, on peut parler à Nick Fuentes. Mais toi, tu ne peux pas parler à Nick Fuentes à moins qu'on dise que tu peux parler à Nick Fuentes. Rien de tout cela n'a de sens. Et sincèrement, c'est simplement parce que le lobby pro-Israël est en train de disparaître. Les gens ne les aiment plus à cause de ces tactiques parce qu'ils ne sont pas sincères dans leur volonté de débattre. Et même quand ils débattent, ils font ensuite ce qu'ils ont fait à Charlie Kirk et, après avoir perdu le débat, ils deviennent tellement furieux qu'ils essaient de le faire pression et de lui dire qu'il ne pourra plus jamais inviter cette personne parce qu'ils ont perdu. Ce sont les actions en coulisses qu'ils entreprennent et la façon dont ils traitent les gens. Et franchement, quel invité terrible pour Meghan. Elle t'invite sur sa plateforme. Et tu sais que tu as planifié cette session, tu sais que tu avais prévu de la pousser dans ses retranchements, et tu sais probablement que tu avais prévu de faire circuler cet extrait pour essayer de l'embarrasser. Ça ne va pas jouer en ta faveur à l'avenir si tu espères vraiment l'avoir comme allié sur le long terme. C'est mon conseil, libre à toi de le suivre. Tu es aussi libre de venir sur ma plateforme, le podcast numéro 1 au monde en ce moment, Benny. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu veux venir? Tu peux venir. On peut avoir une conversation. Tu sais, j'ai toujours cru en l'importance du dialogue et sincèrement, je ne suis pas en colère parce que comment pourrais-je l'être?
Le succès est vraiment la meilleure des revanches. On se retrouve lundi, les amis.